Le culte de la déesse mère est sans nul doute la manifestation la plus ancienne du concept de divinité, comme en attestent les nombreuses statuettes de Vénus paléolithiques qui furent retrouvées dans toute l'Eurasie, et dont les formes plus que généreuses symbolisent fécondité et abondance. Incarnation de mystère de la féminité et de la maternité, la déesse mère est liée à l'apparition des premiers rites agricoles préhistoriques, où elle représente métaphoriquement la terre nourricière fertilisée par la pluie. Son culte se développe ensuite dans toutes les civilisations de l'Antiquité, où elle revêt de multiples aspects et identités. Kubala chez les Syro-Anatoliens, qui deviendra Cybèle chez les Phrygiens, puis qui prendra plus tard chez les Grecs la forme polymastique de l'Artémis d'Éphèse, Ishtar ou Astarté chez les Assyro-Babyloniens, Isis, la mère d'Horus chez les Égyptiens, Magna Mater chez les Romains. Même l'arrivée du christianisme n'a pas complètement raison d'elle, puisque son culte se confond alors avec la vénération de la Vierge. Au Japon, il n'existe pas vraiment de déesse mère à proprement parler. Même si la déesse Kannon revêt parfois un aspect maternel, ce n'est pas le bodhisattva de la compassion qui incarne véritablement la maternité dans l'imaginaire collectif japonais, mais bel et bien deux figures populaires issues du folklore, Yamauba et Kintaro. Ce qui est paradoxal, c'est que ces deux personnages, qui sont aujourd'hui encore l'allégorie parfaite du lien indéfectible unissant une mère et son fils, n'ont à l'origine absolument aucun rapport l'un avec l'autre. Au départ, Yamauba, la sorcière de la montagne, est un yokai, un monstre à la fois dévorateur et fécondateur, probablement né de très anciens rites de fertilité chamanique. Quant à Kintaro, il s'agit vraisemblablement d'un guerrier semi-légendaire, Sakata no Kintoki, qui aurait vécu à l'époque Heian, autour du Xe siècle, et aurait été peu à peu mythifié en raison de ses exploits. Ce n'est qu'assez tardivement, au début de l'ère Edo, que les deux personnages vont être associés et leurs légendes fusionnées. À la fin du XVIIe siècle, quelques textes littéraires consacrés au grand héros japonais Minamoto no Yorimitsu commencent effectivement à mentionner un certain Sakata no Kintoki, fils de Yamauba. Mais c'est la chronique populaire Zentai Heiki qui, la première en 1691, raconte vraiment l'origine de Kintaro. Dans ce récit, la sorcière de la montagne prétend que le dieu du tonnerre est venu une nuit la visiter en rêve sur le mont Ashigara pour lui faire l'amour, sous la forme d'un dragon rouge. Réveillé en sursaut par un coup de tonnerre assourdissant, encore troublé par le songe érotique, Yamauba s'aperçoit alors qu'elle est miraculeusement tombée enceinte. Après une grossesse de 5 ans, oui vous avez bien entendu, elle finit par accoucher d'un petit garçon dont la peau écarlate et le tempérament impétueux trahissent la paternité du divin Kaminari. Elle décide de nommer l'enfant Kintoki, autre toponyme du mont Ashigara. Cette version n'est pourtant pas la plus courante de la naissance de Kintaro au Japon. La plus célèbre est due au dramaturge Chikamatsu Monzaemon, qui la rapporte en 1712 dans le 5e et dernier acte de Komochi Yamamba, une pièce de marionnette appartenant au répertoire du Jōruri. Dans cette pièce, Kintaro n'est pas le fils du dieu du tonnerre, mais celui d'un simple mortel, Sakata Tokiyuki, vassal du grand guerrier Minamoto no Yorimitsu. La naissance du petit garçon rouge n'en est pas moins miraculeuse. Déshonoré parce qu'il n'a pas été capable de venger lui-même son père assassiné, Sakata Tokiyuki décide de se suicider sous les yeux de son épouse Yaegiri, qu'il a repoussée à cause de sa lâcheté. Juste avant de mourir, il invoque son propre esprit vengeur pour qu'il prenne possession de sa femme, la féconde et lui engendre un fils, espérant que cet enfant serve mieux son daimyo qu'il ne l'a fait lui-même. C'est à ce moment seul que Yaegiri, infusée par l'âme tourmentée de son feu mari, devient Yamauba, la puissante sorcière de la montagne. Fuyant la compagnie des humains qui la craignent, elle se réfugie dans sa région natale de Hakone, sur le mont Ashigara, où elle donne naissance à Kintaro. La pièce de Chikamatsu connut un tel succès qu'elle fut adaptée en 1795 pour le théâtre kabuki, ce qui contribua à populariser encore davantage la légende de l'enfant miraculeux auprès du public. Yamauba et Kintaro devinrent alors l'un des sujets favoris des estampistes de la période Edo. Les artistes de l'école Utagawa, parce qu'ils étaient spécialisés dans la représentation d'acteurs de kabuki, furent les premiers à s'emparer du thème pour le décliner dans de très nombreux ukiyo-e. Comme la pièce ne cessa quasiment pas d'être jouée entre la fin du XVIIIe et la seconde moitié du XIXe, et que la demande continue de croître, la production d'estampes autour de Komochi Yamamba fut particulièrement florissante durant cette période. La plupart des grands maîtres Utagawa, de Toyokuni à Kunikazu, en passant par Kuniyasu, Kuniyoshi et Kunisada, se prêtèrent à l'exercice, et souvent à plusieurs reprises. Chacun contribua, avec de délicates variations, à renforcer l'ancrage de Yamauba et Kintaro dans l'imaginaire collectif japonais.
Ces deux personnages prirent d'ailleurs tellement d'importance qu'ils se détachèrent assez rapidement du registre théâtral pour s'imposer comme un thème artistique à part entière et devenir l'allégorie japonaise par excellence de l'amour maternel. Oubliant les poses codées des acteurs de kabuki, les peintres commencèrent dès le début du 19e siècle à représenter Kintaro et Yamauba dans des scènes beaucoup plus naturelles. Les exemples les plus célèbres sont sans aucun doute les estampes de Kitagawa Utamaro. Après avoir consacré l'essentiel de sa carrière au bijinga et au shunga, les peintures de belles femmes et les peintures érotiques, Utamaro sembla se passionner à la fin de sa vie pour les personnages de Yamauba et Kintaro. Quelques années avant sa mort, il exécuta plus d'une cinquantaine d'ukiyo-e sur ce thème, essentiellement entre 1801 et 1804. Utamaro se détacha complètement de la légende, dont il ne conserva que la peau rouge du petit garçon, et se consacra exclusivement sur la relation de l'enfant avec sa mère, dans sa plus touchante simplicité. Ces estampes présentent généralement Yamauba et Kintaro unis par une tendre intimité, dans les scènes du quotidien, comme prises sur le vif. Un certain nombre de ces ukiyo-e montrent par exemple les personnages à la toilette. Sur celle-ci, Yamauba est en train de se faire un ohaguro. Elle se teint les dents en noir avec un linge, tandis que Kintaro, juché sur ses épaules, tire malicieusement la langue à son reflet. Ici, le petit fripon continue ses grimaces devant le miroir, tandis que sa mère, patiente, noue ses cheveux pour former un chonmage, la coiffure masculine traditionnelle à l'époque Edo. Cette autre estampe, très célèbre, montre Yamauba portant Kintaro sur son dos et coiffant ses longs cheveux. Remarquez l'incroyable richesse du trait d'Utamaro, qui utilise un tracé fin et léger pour les contours du corps de la femme, mais un tracé beaucoup plus épais, semblable à celui du pinceau, pour le corps de l'enfant et le drapé du kimono, subtilement orné de feuilles et de vrilles. Utamaro se plaît également à montrer la mère et le fils se livrant ensemble à toutes sortes d'activités ludiques, dans une attendrissante proximité. On peut ainsi voir Yamauba admiratif devant la jolie peinture à l'encre, ou sumie, que vient de faire Kintaro. Ou bien encore amusé en regardant le petit garçon reproduire très sérieusement avec ses figurines le jeu traditionnel du kubihiki. De fait, le personnage de Kintaro est très souvent associé aux jouets enfantins populaires de l'époque Edo. Ici par exemple, la mère et le fils sont en train de fabriquer ensemble un taco, non pas un poulpe, mais un cerf-volant, visible en arrière-plan, sur lequel Yamauba a inscrit le kanji de l'ours, Kuma, l'animal totem de Kintaro. L'enfant est également représenté en train d'aider sa mère à enrouler sur une bobine la longue ficelle qui leur permettra ensuite de jouer avec le dit cerf-volant. Utamaro montre aussi souvent les personnages en train de jouer avec des omen, ces masques que les parents japonais achetaient à leurs enfants lors des festivals Matsuri. Ici, Kintaro tient devant le visage de sa mère un masque traditionnel d'Okame, avatar d'Uzume, la déesse de la joie. Sur cette autre estampe, l'enfant tente d'effrayer gentiment Yamauba avec un masque de papier. Le long nez peut laisser supposer qu'il s'agit d'un masque de Tengu, un esprit de la montagne auquel Kintaro est fréquemment associé. À travers toutes ces scènes de jeu, où mère et fils partagent une émouvante et rare complicité, Utamaro vieillissant exprime une profonde nostalgie de l'enfance et de la tendresse maternelle, qu'il a toutes deux perdues depuis bien longtemps. À la fin du 19e siècle, l'écrivain et critique français Edmond de Goncourt fut l'un des premiers à faire découvrir l'art japonais dans l'Hexagone. Considéré comme pionnier du courant japoniste, il écrivit en 1891 un livre intitulé Utamaro, le peintre des maisons vertes, dans lequel il donna libre cours à son admiration pour les estampes du maître. Voici notamment ce qu'il déclare. Chez ce peintre de la femme des maisons vertes, il y a un côté curieux. C'est la tendance de son pinceau à représenter la maternité, à figurer la mère dans l'occupation tendre de son enfant. C'est la contemplation extatique de la mère nourrice. Ce sont les enveloppements amoureux de ses bras, l'enroulement délicat d'une main autour d'une cheville, en même temps que la caresse de l'autre derrière la nuque de l'enfant, suspendu à son sein. En ces assemblages, en ces groupements de la mère et de l'enfant, où l'existence des deux êtres n'est pour ainsi dire pas encore complètement séparée, et où, des entrailles de la mère, la vie de l'enfant semble être passée sur ses genoux, sur ses épaules. Il est une série consacrée à la mise en image de l'enfance, dans les bois, d'un marmot herculéen à la peau couleur d'acajou, un héros futur, allaité, nourri, élevé par une femme à la tignasse noire, sauvagement échevelée, et qu'on prendrait pour une Geneviève de Brabant du temps des cavernes. Les estampes d'Utamaro eurent bien évidemment un grand impact sur l'art japonais et influencèrent de nombreux peintres de la période Edo, comme ici Bunro, contemporain de l'artiste,
qui reprit exactement le même type de composition pour représenter Kintaro et Yamauba. Il faudra attendre l'ère Meiji pour qu'un véritable changement se produise dans l'esthétique des deux personnages. En effet, dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec la fin du Sakoku, la fermeture du pays, les peintres japonais découvrirent enfin l'art occidental, et notamment l'art religieux. Faisant un parallèle naturel entre la naissance miraculeuse de Kintaro et celle du Christ, certains artistes se mirent donc à représenter Yamauba comme une sorte de vierge à l'enfant nippone. L'influence chrétienne est par exemple sensible sur cette gravure de Kawanabe Kyosai, non seulement dans le visage et la chevelure de la mère, mais surtout dans le drapé du vêtement, qui s'inspire très clairement de la tradition artistique européenne. Mais c'est surtout sur cet ukiyo-e de Tsukioka Yoshitoshi que l'imitation de l'art chrétien est la plus évidente. Yamauba, tout en conservant certains attributs légendaires japonais comme les haillons et les pieds griffus, prend ici un visage et une attitude de madone. Comme en extase, elle contemple un Kintaro identifiable à la couleur de sa peau, mais dont les rondeurs évoquent aussi celles de l'enfant Jésus dans l'art de la Renaissance italienne. L'entremêlement des thèmes chrétiens et japonais est assez amusant, puisque Kintaro est très différent du divin enfant, tant par son caractère que par sa symbolique. Bien loin du Christ pacifiste, modèle d'amour et de sagesse, le petit Kintaro incarne au contraire un idéal viril et guerrier, celui des Bushi de l'époque Edo. C'est son histoire que je vous raconterai dans la prochaine émission. Je vous quitte aujourd'hui avec ce haïku de Kobayashi Issa. L'enfant agrippe l'un des seins de sa mère. Premier sourire de l'année.